Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Critique littéraire. Collection dirigée par Maggie Albet. Dernière parution. Sylvie Freyermuth, Jean Rouault et l'écriture Les yeux clos. De la mémoire engagée à la mémoire incarnée, 2011. François Harvey, Alain Robbe-Grillet, le nouveau roman composite. Intergénéricité et intermédialité, 2011. Brigitte Foulon, La poésie andalouse du XIe siècle. Voir et décrire le paysage, 2011. Jean-Joseph Horvat, La famille et Dieu dans l'œuvre romanesque et théâtrale de Jean Giraudoux, 2011. Eking Liu, André Malraux. De l'imaginaire de l'art à l'imaginaire de l'écriture, 2011. Fabrice Schurman, Michel de Gelderode. Un tragique de l'identité, 2011. Connie Oyi-Kwong, Du langage au silence, 2011. 5 Bragard et S. Ravi sous la direction de Écriture mauricienne au féminin, Penser l'altérité, 2011. José Watunda Kangandio, Les ressources du discours polémique dans le roman de Pius Ngandu Nkashama, 2011. Claudersfeld, Thomas Mann. Félix Krull, roman picaresque, 2010. Claudersfeld, Thomas Mann. Déclin et épanouissement dans les Buddenbrook, 2010. Pierre Wolfcarius, Jacques Borel. S'écrire, s'écrier, les mots à l'image immédiate de l'émotion, 2010. Myriam Bendhifsyllas, Genet Proust, Chemin croisé, 2010. Aude Michard, Claude Simon, La question du lieu, 2010. Amel Féniche Fakfar, Fawzia Zouari, L'écriture de l'exil, 2010. Mahabadr, Georges Chéadé ou La poésie du réel, 2010. Robert Smadja, De la littérature à la philosophie du sujet, 2010. Anna-Marie Nahlovsky, La femme au livre. Itinéraire d'une reconstruction de soi dans les relais d'écriture romanesque, les écrivaines algériennes de la langue française, 2010. Marie-Rose AbomomaURIN, Chicaya ou l'éternelle quête de l'humanité de l'homme, 2010. Emmanuel Rousselot, Ostinato, Louis-René Desforêts. L'écriture comme lutte, 2010. Constantin Frossin, L'autre Sioran, 2010. Jacques Voisine, Au tournant des Lumières, 1760 à 1820 et autres études, 2010. Karine Benacgiroux, L'inconstance dans la comédie du XVIIIe siècle, 2010. Je tiens particulièrement à remercier Kadim Djihad Hassan. Je remercie également Marie-Pierre Rosenberg, Ella Sassi et Asma Ben Abdallah Merlot qui ont relu attentivement cette étude. Pour m'avoir aidé à aller jusqu'au bout de cet ouvrage, je leur exprime ma plus sincère reconnaissance. Salwa Ben Abda. Préambule. Cette étude s'est fondée sur plusieurs romans et nouvelles de langue arabe. Pour des raisons de clarté, je donne le titre en français de l'ouvrage étudié. En ce qui concerne les noms de personnes ainsi que les titres arabes des ouvrages, j'ai choisi une transcription simplifiée de la graphie arabe, abandonnant la translittération des voyelles longues. Je compte sur l'indulgence du lecteur pour cette simplification de la langue arabe. Quand la traduction de l'ouvrage existait, j'y ai eu recours. Il faut noter que le roman d'Al-Mouwaili n'a été traduit que partiellement. Toute la partie de cet ouvrage concernant le voyage en Europe, soit celle qui est la plus intéressante dans le cadre de cette étude, a été considérée par les traducteurs comme constituant un ensemble relativement autonome et devant faire l'objet d'une publication ultérieure. Aussi suis-je revenu à la version originale afin d'étudier la représentation du voyage en France. Sinon, en général, j'ai traduit les passages choisis lorsque la version française, trop ancienne, n'était pas disponible et lorsqu'il n'existait qu'une version arabe de l'ouvrage étudié. Pour ce qui est des extraits issus d'essais en anglais, je donne ici une traduction des citations que je présente en note. Introduction générale. Le genre du roman est né dans le monde arabe depuis plus d'un siècle. Ce fut une naissance liée indissolublement à son contexte socio-historique, celui de la rencontre avec l'Occident et de l'intrusion de la modernité. C'est pourquoi dès le départ, la figure de l'étranger occidental se retrouve dans le roman arabe. Ainsi que le signale Abdel Fattah Kilito.
La découverte de l'Europe et celle du roman sont deux opérations simultanées et corrélatives. L'une ne va pas sans l'autre. Le thème du roman arabe, son sujet fondamental est l'Europe, la relation avec l'Europe. Hamadani et Hariri, nous le savons, parlent du monde familier de l'empire de l'islam et uniquement de ce monde. Le romancier arabe, à partir de Chidiac, est conduit par une nécessité absolue à établir en parallèle entre l'Europe et son monde familier, son monde qu'il croyait familier, mais qui devient brusquement étranger parce que le regard qu'il jette sur lui est informé, brouillé ou éclairé par l'Europe. C'est ce qu'on constate chez Mouelii, Taoufik Al-Hakim, Yahya Aki, Taïb Sali et tant d'autres. 1. Ainsi, cette rencontre fut-elle un événement premier qui fut raconté dans un roman devant encore beaucoup au genre traditionnel de la Makama, séance, celui d'Al-Mouailii. Tout au long du XXe siècle, cette thématique sera reprise dans un même pays et dans l'ensemble de l'ère culturelle arabe. Indissolublement liée au contexte socio-historique, cette figure de l'autre occidental se repère à travers les dialogues menés avec un pôle plus ou moins antagoniste dans les romans. D'autre part, elle se déduit de son inscription à l'intérieur d'un système de hiérarchisation des espaces et des temporalités, système révélateur de la place de soi autant que de celle de l'autre. À chaque période, chaque romancier la reprendra de manière différente dans des textes où se lit la marque de l'histoire. Pourtant, des lignes de continuité se dessinent aussi bien dans les débats d'idées que dans les espaces-temps mis en scène ainsi que dans les figures de l'altérité représentée. Repérer ces similitudes et ces particularités où se lise la marque d'une époque autant que le style d'un auteur, c'est sillonner ce champ complexe, en mouvement de la relation entre Orient et Occident et des interactions entre valeurs, vision du monde et figuration de l'autre. Il est à noter que si d'innombrables ouvrages ont été consacrés à l'orientalisme et à l'exotisme, le point de vue des écrivains arabes sur l'Occident a donné lieu à de rares études. L'une d'entre elles fut pionnière à son époque. Elle fut entièrement consacrée à l'étude de l'image de l'Occident dans la littérature arabe. Il s'agit de l'ouvrage critique de Georges Tarabichi II, publié en 1978 et intitulé « Rujula wa Unufa, masculinité et féminité ». Cette étude analyse de manière approfondie la relation sexualisée de l'homme oriental à la femme occidentale, à travers des romans de Taoufik Al-Hakim, Souhail Idriss, Mounif ainsi que dans quelques nouvelles où le thème est nouveau ou bien prédominant. Elle part du postulat que la volonté de revanche à l'égard de la domination occidentale est illustrée dans les rapports sexistes empreints de machisme que les protagonistes de ces récits entretiennent avec une femme occidentale qui représente l'Occident pour l'homme arabe. Toutefois, ce travail critique paraît dater d'une époque où les théories de Reich servaient de grille d'interprétation des phénomènes de relations interculturelles. Axé sur la sexualisation de l'autre dans la littérature arabe, cet essai est néanmoins précurseur eu égard aux études postcoloniales qui se développent à partir des années 70, notamment du fait de l'accent qui est mis sur les stratégies de l'écrivain pour s'affirmer et remettre en cause la domination. Étant donné la précision de cet ouvrage de Tarabichi dans l'analyse du système d'interrelation entre hommes et femmes, je me contenterai pour ma part d'un examen assez rapide de cette question dans mon étude qui se veut plus globale. Effectivement, si la femme, par un processus métonymique, a représenté l'Occident et continue de le faire dans l'imaginaire développé à travers la littérature arabe, il n'en reste pas moins que la sexualisation de l'autre ne doit pas occulter d'autres rôles qui lui sont imputés, sans compter que des types de personnages différents méritent qu'on s'y attarde. Enfin, selon la perspective que j'ai choisie dans ce cadre de l'imagologie, il convient d'intégrer la dimension historique de l'évolution de cette image de l'autre en fonction des périodes ainsi que de la dynamique propre au système littéraire lui-même. D'une part, l'image de l'autre durant la période coloniale ne sera pas la même qu'après les indépendances. D'autre part, ces écrits se situent dans la continuité, perpétuation ou rupture, de ceux qui les ont précédés. En ce sens, il convient de déterminer les œuvres qui viennent marquer un tournant dans cette conception de l'altérité. Cette conception évolue également, en fonction de l'interrelation avec l'autre. Si au départ, les premières rencontres furent marquées par l'émerveillement, l'image de l'autre ne va-t-elle pas prendre une connotation différente dès lors que l'enchantement ne fonctionne plus ? Aussi s'agit-il de replacer cet imaginaire sur l'autre dans son contexte de débat d'idées.
Quels termes sont plutôt mis en exergue selon les contextes socio-historiques déterminés? D'autre part, quelle forme est privilégiée pour mener ce débat, depuis la discussion jusqu'au débat polyphonique en passant par le dialogue épistolaire? Ajoutons que l'espace-temps de l'autre ou selon lequel on appréhende celui-ci est investi d'affect, de processus de valorisation et de dévalorisation en fonction des axes d'opposition avec l'espace de la patrie ou bien du quartier, tous phénomènes qui se traduisent par des procédés littéraires à analyser. Des concepts mis en valeur par les études postcoloniales permettent à mon sens de prendre en considération les forces contradictoires, valeurs, désirs, mises en question, qui traversent les représentations de la spatialité et des temporalités dans ces écrits. Enfin, l'Occident s'incarne surtout dans des personnages, figures mettant en exergue telle ou telle caractéristique de l'autre. D'où l'intérêt de réaliser une typologie de ces figures en différenciant les personnages masculins et féminins, en distinguant les figures récurrentes, en signalant également celles qui apparaissent peu, figures en creux d'un certain nombre de romans. Pour autant, toutes ces figures n'ont de sens que par le système de relations établi avec les autres personnages qu'il s'agira donc d'analyser. La distance et le rapprochement de l'autre qu'on ramène au connu sont des modalités de la relation qu'il convient de déterminer. Le connu, c'est pour une bonne part l'ensemble des images et stéréotypes que l'on a engrangés, d'où la nécessité d'en répertorier les principales catégories choisies. Tandis que l'attention à l'inconnu oriente l'écriture dans le sens d'une poétique de l'étranger, ouverte à plusieurs interprétations. Ce sont ces deux directions qu'on peut retrouver parfois au sein d'une même œuvre, et qu'il s'agit de dégager dans quelques œuvres significatives. Méthodologie. Choix du corpus. Chercheur en littérature francophone du Maghreb, j'ai pu mesurer combien la question de l'altérité y était centrale, du fait de la langue d'écriture, des phénomènes d'intertextualité tout autant que de la thématique sans compter l'énonciation qui met l'accent sur un destinataire double. Toujours intéressé à cette question de l'altérité, j'ai déplacé mon point de vue en élargissant mon champ d'étude au domaine des œuvres arabes en général. Ce choix est celui d'une ère culturelle unifiée par l'utilisation d'une même langue d'écriture. Il se justifie par le fait que cette langue est vectrice d'une culture à travers aussi bien des productions orales qu'écrites. Bien entendu, des différences entre histoire, espace géographique et peuple dessinent une cartographie complexe et variée. Il n'en reste pas moins que les débats d'idées, les représentations de l'imaginaire ainsi qu'un même patrimoine arabo-islamique ont permis la configuration d'un ensemble relativement homogène. Politiquement et historiquement, cette région fut marquée par l'événement majeur de la colonisation européenne selon des modalités plus ou moins violentes. À partir de quoi, il se dégage une perception de l'autre occidental conditionnée par cette histoire commune depuis plus d'un siècle. Aussi s'agissait-il d'analyser ces représentations diverses au sein d'un courant particulier de la littérature arabe, celui des écrits fictifs qui ont été consacrés à mettre en scène la relation à l'Occident. Par ailleurs, il m'a semblé intéressant de confronter ces deux approches de l'altérité. L'une est celle d'écrivains qui écrivent à partir d'un lieu localisable, celui de leur nation ou région arabe dans une langue porteuse de la mémoire et de la culture de cette nation, tandis que l'autre est celle d'auteurs dont le positionnement dans la langue française ne correspond pas au positionnement à l'intérieur de la nation française nécessairement. Pour autant, les ouvrages francophones du Maghreb se situent souvent dans la continuité de la culture arabe, ce dont témoignent les références multiples au substrat arabo-islamique ainsi que l'intertextualité qui y renvoie à des textes arabes. Il m'a donc semblé fructueux d'examiner comment ces romans de langue arabe, mais aussi ceux de langue française posaient différemment un autre occidental à travers les débats d'idées, la représentation des personnages ainsi que par le biais de séries d'oppositions entre les espaces-temps. Bien entendu, on ne saurait être exhaustif dans ce domaine étant donné qu'il s'agit d'étudier l'évolution de ces représentations sur un siècle. Il convenait de choisir des œuvres clés qui sont autant de jalons significatifs. Il se trouve que ce sont les écrivains égyptiens qui ont le plus exploré cette voie pour des raisons historiques évidentes, telles que le fait que les premières missions d'étudiants en Europe eurent lieu à partir de l'Égypte. Par la suite, les auteurs d'Irak, de Syrie, du Golfe et du Yémen ou encore des pays du Maghreb se sont trouvés confrontés à l'Europe, et des écrivains ont traité de ce thème.
Répertorier toutes ces œuvres relève d'un autre type de travail. Il s'agit essentiellement de dégager les lignes de force qui traversent les écrits selon des périodes historiques déterminées, afin de repérer les continuités et les discontinuités, les similitudes ainsi que les différences entre les auteurs et les œuvres. Par rapport à ces ouvrages en langue arabe, les ouvrages de littérature francophone du Maghreb viennent en contrepoint afin d'apporter un point de vue décalé, celui d'une localisation ambivalente linguistiquement et culturellement qui puisse éclairer certains aspects spécifiques. Parfois, c'est une piste tout à fait différente qui est suivie pour évoquer l'autre et souvent, cela tient à l'utilisation de la langue française par un écrivain dont ce n'est pas la langue maternelle et qui vient d'un espace culturel autre. Mon objectif global consistait donc à repérer les figures de l'altérité occidentale dans des romans de langue arabe et francophone pour certains, tout en tenant compte du contexte de l'histoire des idées où ces figures s'inscrivent. Toutefois, le fait de prendre en considération l'impact de l'histoire et de la situation politique sur ces représentations me place à l'articulation entre comparatisme et critique postcoloniale. Aussi s'agit-il de clarifier ce choix méthodologique en observant les points de convergence entre les deux approches. Il va sans dire que le débat autour de la critique postcoloniale prend souvent une allure polémique, dans la mesure où il bouleverse les approches nationales de la littérature. Se donnant pour ambition de réfléchir sur le transnational dans les littératures, les théories postcoloniales reconduisent néanmoins quelques-unes des interrogations constantes du comparatisme partagé entre historicisation et invariant universel. 3. De toute façon, ces théories postcoloniales obligent à mettre en crise des notions de littérature et sur la littérature au regard de leur relativité dans le contexte de globalisation qui fut initié à partir de la période coloniale. À ce propos, je dois préciser ma prise de position par rapport à la notion même de postcolonial. Étant donné que des textes émanant de pays qui n'ont pas subi de colonisation directe tels l'Égypte sont rangés à côté de textes issus de pays qui ont connu une vaste implantation et une colonie telle l'Algérie, je n'ai pas pris le terme postcolonial dans son sens strict indiquant une situation historique succédant à une autre situation historique précise. Plutôt, ce terme permet ici de questionner une pluralité de phénomènes tous liés à une rencontre avec un centre dominant économiquement et politiquement, et qui en l'occurrence est l'Occident. Par exemple, des écrits bien postérieurs au colonialisme vont poser des questions qui ne peuvent se comprendre sans cette référence à une période déterminée de l'histoire. De même que des phénomènes de néocolonialisme, de globalisation capitaliste, sont des survivances de l'époque coloniale que les écrits vont décrire comme telles. Par ailleurs, ces études soulignent l'importance de la contextualisation des débats et confrontations idéologiques que l'on repère dans les textes littéraires et qui ne sont pas indépendants de ceux qui se déroulent au sein de la société, que ce soit sur le plan philosophique, sociologique ou politique. C'est en cela que la critique postcoloniale rejoint le vaste domaine de l'histoire des idées, qui relève du comparatisme. Je tiens à préciser que c'est la traduction ou transposition des phénomènes de rencontre entre cultures, de métissage ou d'hybridité au sens large dans le domaine littéraire qui a sollicité mon attention. Effectivement, je considère que ce terme de postcolonial a une fonction opératoire pour réfléchir sur des choix et stratégies esthétiques ainsi que pour penser le complexe champ de l'altérité actuellement dans le monde et spécifiquement ici celui dans le monde arabe. Pour autant, je ne l'utiliserai pas comme concept pour rendre compte de faits politiques, sociaux ou économiques, mais plutôt comme moyen d'aborder des productions littéraires en tenant compte de l'impact de l'histoire et de la politique sur la production littéraire. Sur ce plan, je me rapproche de la position de Mackay accent aigu au D lorsqu'il précise qu'il voudrait utiliser le terme pour référer spécifiquement à des pratiques esthétiques, des représentations, des discours et des valeurs. 4. Ainsi, les romans ne représentent pas seulement une tribune pour des discours politiques des minoritaires et ex-dominés. Même si leur fonction de résistance est certaine, ils réorganisent en passant par le détour du littéraire ce matériau linguistique et idéologique, par la thématique, par le jeu de l'énonciation, par la mise en scène des personnages. Dans le même ordre d'idées, des notions telles que frontières, centre-périphérie, hybridité, sujet, qui appartiennent à d'autres disciplines comme la géographie, la philosophie ou la psychanalyse vont donner lieu dans le texte littéraire à des structurations de l'espace-temps représenté ou bien
à des phénomènes d'hétéroglossie ou encore à la mise en exergue de réseaux polysémiques, à des isotopies spécifiques. Aussi serais-je amené à me poser des questions de ce type. Quels sont les choix dans l'organisation de l'espace et du temps de l'autre? Quelle dualité divise le personnage? Est-elle inductrice d'une thématique qui essaime dans d'autres lieux du texte? Comment conditionne-t-elle la construction de ce personnage? Si l'histoire est convoquée, quel rapport entretient-elle avec la mémoire des personnages dans les textes? La notion d'hybride en particulier permet d'observer de manière plus approfondie le champ des interrelations entre personnages de langues cultures différentes. Un théoricien comme Homi Bhabha s'est attaché à décrire ce processus par lequel l'identité se trouve altérée suite à la rencontre avec l'autre. De manière globale, ce concept auquel des acceptions diverses sont données est à même de subsumer l'ensemble des phénomènes qui relèvent de l'interaction entre langues-cultures. Cette étude vise ainsi à dresser un tableau général, sans être exhaustif, des figures de l'autre occidental telles qu'elles apparaissent dans des romans arabes, en les situant dans un premier temps au sein d'un ensemble de discours menés avec cet autre dans ces mêmes romans. Assurément, le point de vue de l'histoire des idées éclaire les enjeux idéologiques de cette représentation, en même temps qu'il relativise la dimension fantasmatique d'une telle représentation dans un cadre fictionnel. Il ne s'agit pas bien entendu de vérifier la véracité de telles figures, mais de les relier d'une part à l'arrière-fond discursif sur lequel elles se placent, et d'autre part d'examiner le système de hiérarchisation spatio-temporelle qui rend compte de la place de l'autre et de soi dans ces écrits travaillés par la question de l'identité. Étant donné que les écrits arabes datent d'un siècle environ, il convenait de déterminer les lignes de force de l'évolution de l'image de l'autre à travers les débats représentés aussi bien qu'à travers l'analyse de l'espace-temps et les personnages. C'est ce qui nous a conduit à organiser notre travail selon 3 parties, correspondant à ces 3 niveaux de l'approche de l'altérité. En ce qui concerne le premier point, je me suis cantonné à repérer quelques-uns des axes principaux selon lesquels étaient représentés ces débats dans les romans. Ainsi, les récits et relations de voyage constituent à mon sens un riche corpus qui demande à lui tout seul une étude consacrée à la représentation de l'autre, de ses institutions et lieux emblématiques. C'est pourquoi mon étude se limite à quelques nouvelles significatives et aux romans principalement, sachant que parfois à l'intérieur de ces derniers, la frontière avec le récit de voyage n'est pas toujours franchement délimitée. Toutefois, je signalerai au besoin la filiation évidente de certains thèmes avec ceux développés par ces pionniers que furent les voyageurs arabes à partir de la moitié du XIXe siècle. Car ces derniers furent précurseurs non seulement en ce qui concerne le découpage de la réalité de l'autre mise en exergue, mais aussi en ce qui concerne les questions ainsi que les domaines envisagés. À titre indicatif, leur étonnement devant le statut et la condition de la femme occidentale fut l'un des leitmotifs que les romans arabes reprendront, en y mêlant une part fantasmatique plus ou moins déclarée. Ainsi, en retrouvant les termes selon lesquels fut posé ce débat, il s'agit de prendre en considération le cadre conceptuel qui se traduisait par des confrontations idéologiques voire philosophiques dans les romans. Consciente de l'ambition que suppose une analyse de telles confrontations d'idées qui est celle de présupposés d'ordre philosophique et religieux, je me suis limitée à essayer de repérer les trajectoires de ces notions d'un roman à l'autre en soulignant leur présence dans des œuvres clés. Par ailleurs, dans la mesure où cet aspect était significatif, le contenu notionnel a été rattaché à la forme de ces écrits. Effectivement, la forme épistolaire ou la discussion induisent des effets certains sur le débat entamé avec l'autre. Si l'étude des discours évoquant l'autre ou s'adressant à lui ne pose pas de difficultés particulières du point de vue conceptuel, le recours à des notions primordiales dans les théories postcoloniales telles que celles de centre et périphérie appelle quelques précisions. Effectivement, la volonté de prendre en compte la dimension politique intrinsèque au phénomène de représentation de l'espace-temps de l'Occident dans les écrits de notre corpus m'a conduite au choix de ces concepts. Effectivement, le centre n'est pas uniquement un espace géographique. Il est lieu symbolique du pouvoir et de l'autorité à partir de laquelle sont diffusés des discours s'auto-légitimant. Ce sont des lieux exerçant une attraction-fascination liée à une domination politique et qui en tant que tels, vont être plus ou moins remis en cause selon les périodes et les auteurs. En effet,
si cette répartition centre-périphérie est au cœur de toute tentative de définir ce qui a lieu dans la représentation et la relation entre peuples en tant que résultat de la période coloniale. 5. Ce binarisme fut contesté par plusieurs théoriciens car il risquait de contribuer à la perpétuation d'un schéma inégalitaire. Pour ma part, je me situe dans la perspective des critiques qui ont suggéré que la déconstruction de tel binarisme fait davantage qu'affirmer la culture comme une construction historique. Je considère que ces concepts opératoires permettent de tenir compte du jeu d'interrelations dynamiques et complexes à travers l'histoire, de ses positions au centre et à la périphérie, et plus particulièrement à partir de l'étude de l'espace-temps dans les romans étudiés. Il est évident que ces positions à l'époque coloniale divergent de celles assumées à l'époque des indépendances ou de la globalisation culturelle. Quant à la troisième et dernière partie de ce travail, elle ressortit de l'imagologie et plus particulièrement de ce que Pajot nomme le système des personnages comme je lui suis amplement redevable de la mise en relation imagologie-identité dans la mesure où toute littérature qui réfléchit sur les fondements de son identité même à travers la fiction, véhicule pour se construire et se dire les images d'un autre ou de plusieurs autres, le spéculatif se change en spéculaire 6. C'est ainsi que j'ai d'une part, relevé des figures récurrentes, ce qui m'a conduite à mettre en place une typologie générale des personnages. Par ailleurs, l'analyse des interrelations qui étaient établies avec des personnages d'autochtones, qu'ils soient ou non narrateurs, a permis de dégager des binômes plutôt que des types occidentaux fonctionnant de manière isolée. En vue de préciser les rôles impartis, les axes prédominants des caractéristiques de tel ou tel personnage masculin ou féminin ont été signalés. C'est surtout sous l'éclairage du concept d'hybride développé par la critique post-coloniale que les processus en jeu lors de la rencontre avec l'autre peuvent être observés de manière approfondie. Le théoricien Homi Bhabha s'est attaché à décrire ces phénomènes selon lesquels l'identité se trouve altérée, suite à sa relecture en fonction de l'interrelation, ce qu'il a analysé particulièrement dans l'œuvre de Conrad. C'est pourquoi, je m'inspirerai de ces remarques pour analyser la dynamique de transformation de l'identité que donnent à voir les romans arabes. Il est notable que certaines figures et formes littéraires, telles que celles de l'énigme, vont être privilégiées pour rendre compte de ce champ complexe, ouvert et encore peu défriché des modalités de transformation des identités nationales, culturelles et religieuses. Enfin, dans le cadre d'une perspective historique, les étapes de l'évolution des figures préexistantes ou bien l'apparition de nouvelles figures ont été repérées dans les romans de notre corpus. Au préalable, quelques remarques s'imposent à propos de cette approche diachronique de l'image de l'autre, remarques qui témoignent des difficultés d'ordre méthodologique auxquelles ce projet sans doute trop ambitieux s'est heurté. Premièrement, l'imaginaire a sa propre temporalité qui entraîne une permanence et une persistance des stéréotypes. Ces stéréotypes définissent un territoire circonscrit de caractéristiques qu'on impute à l'autre. Il va de soi qu'une étude de l'image ne saurait que repérer ces points nodaux du discours sur l'autre. Car ces stéréotypes se développent en se nourrissant d'eux-mêmes. Ils induisent à partir de quelques caractères un réseau d'images, de thèmes et de métaphores. Ils sont surtout révélateurs des frontières organisées, grâce à la catégorisation. Tout un jeu d'échange entre le pôle positif et le pôle négatif va conduire à des fixations mais aussi à des inversions d'images. Par exemple, les stéréotypes orientalistes sont interrogés et retournés au destinateur. Comment prendre en considération la persistance des images et leur démantèlement par le discours au second degré qu'établissent nombre de romanciers, à travers un dialogisme constant avec le texte orientaliste diffusé par l'Occident. Si cette mise en question se généralise à partir des années 60 du XXe siècle, elle déporte l'intérêt de l'image de l'autre à celle de soi que l'on cherche à rectifier par rapport à cet autre. Deuxièmement, en ce qui concerne le choix du binarisme centre-périphérie, il convient de préciser que la critique postcoloniale a fait du rapport centre-périphérie un domaine spécifique où la littérature est fortement conditionnée par une histoire de domination et de résistance. Je considère que cette dimension historique est effectivement fondamentale. Elle conduit à prendre en considération un processus d'interrelation qui ne peuvent se réduire à des discours simplistes. Cette histoire entraîne l'élaboration de stratégies discursives qui déjouent toute lecture hâtive. Elle travaille dans cet espace de relations complexes et changeantes. En somme,
cette littérature est traversée par des tensions historiques qui prennent forme dans des discours, non pas des discours traitant de l'Occident uniquement mais des discours porteurs d'attente, d'admiration, de déception, voire de rejet à l'égard des personnages et des lieux censés incarner l'autre occidental. Effectivement, ce ne sont pas seulement les idées qui sont confrontées, des valeurs sont soupesées à l'aune de cette rencontre avec l'autre. Au sein de ce processus de réévaluation dans les textes, se joue une part fondamentale du sens. C'est pourtant là que ce sens est le plus difficile à déterminer, tant le domaine de l'axiologie sollicite l'attention à des présupposés divers. Il convient de rappeler à ce propos que valeurs morales et spirituelles sont étroitement liées à leur contexte institutionnel et linguistique. Or, ces valeurs sont réorganisées à travers l'écriture qui témoigne d'une dynamique de transvaluation. Ceci, dans la mesure où la recomposition du monde que le texte suppose tente à dévaluer certains aspects, à en surévaluer d'autres, surtout que dans le cadre du thème de cette étude, il s'agit de transposer des valeurs d'un contexte traditionnel à un autre, celui d'un monde en mutation rapide sous l'effet de la modernité venue d'ailleurs. Enfin, une autre difficulté de ce travail d'analyse critique tient à cette évolution accélérée de la place et de l'image de l'autre, étant donné la circulation des images et des idées par le biais des médias, ainsi que les phénomènes d'émigration, de brassage entre peuples. La frontière entre soi et l'autre, entre visions du monde se perd par certains côtés, elle se renforce par d'autres. En fait, la mondialisation entraîne une transformation des systèmes d'appartenance nationale, linguistique et culturelle ainsi que leur reconfiguration. Aussi est-ce la limite entre soi et l'autre qui est redisposée dans un jeu mouvant d'interrelation. Le roman de Hussein Barghouti 7 est particulièrement significatif à cet égard car il pousse à ses limites un dialogue quête de soi dans un monde où vacillent toutes les catégories, jusqu'à celles qui organisent la langue dès lors que les individus interrogent les présupposés philosophiques sous-jacents au langage dans telle ou telle culture. On conçoit qu'il n'existe plus de débat d'idées, mais une quête quasi mystique d'une vérité humaine universelle. Pour conclure, on dira que les exils et migrations, la mondialisation de l'économie et des moyens de communication, le tourisme sont autant de facteurs qui favorisent le contact. La réouverture du dossier de la période de la colonisation trop vite refermée par les protagonistes des deux côtés, tend aussi à ancrer la présence de l'autre dans le paysage arabe. La question se pose de la différenciation elle-même entre Orient et Occident, qui est affirmée avec d'autant plus de violence parfois que les distinctions s'estompent dans le grand village planétaire. En tout état de cause, les langues et les cultures ne sont plus toujours liées à un territoire national. Les nations anciennement colonisées se sont appropriées la langue du colonisateur et des éléments de sa culture de la même façon que la périphérie se retrouve dans les banlieues de ces pays. Malgré ces réserves, les romans développent néanmoins des visions de l'autre de manière continue car les imaginaires ressortissent d'une temporalité différente de celle des événements politiques et sociaux. Souvent ces constructions imaginaires sur l'autre puisent dans un ensemble de représentations qui se sont forgées à partir d'un temps ancien, et qui ont évolué cependant selon les épisodes de rencontre avec cet autre et leurs circonstances. Ajoutons que cet imaginaire est redevable à un corpus oral aussi bien qu'écrit. De la même manière que les textes orientalistes ont brodé à partir de textes pionniers tels que ceux du supplément au voyage de Bougainville, de Diderot, les romans arabes se situent souvent dans la continuité des thématiques érigées par des pionniers tels que Farid Chidiac ou Tataoui même si ces derniers n'ont pas écrit de romans à proprement parler. Partie 1, DEBATS-DES. Introduction. Tout au long du XIXe siècle, l'Égypte a été en contact avec les différents aspects de la civilisation européenne, que ce soit directement ou indirectement. Effectivement, les différentes missions qui se sont succédées en Europe à partir du milieu du XVIIIe siècle ont confronté une élite sociale et intellectuelle avec des systèmes politiques, sociaux et économiques nouveaux. L'Europe découverte par ces pionniers fut celle des Lumières, des lendemains de la Révolution française, des auteurs qui croient au progrès social comme Voltaire, Rousseau ou encore Montesquieu. C'est également la puissante Europe, menant des opérations militaires en Algérie et en Égypte. Aussi, peut-on résumer l'état d'esprit des Arabes à l'époque en reprenant les termes de l'historien tunisien Hichem Jaït 8. Les musulmans ont bien compris que les Européens
les ont dépassés au niveau de la puissance. Ils ont aussi compris qu'ils les ont surclassés sur les plans de l'économie, de la civilisation matérielle, de l'organisation de la cité, tous éléments qu'ils ont synthétisés par le concept de Tamadin, civilisation moderne connotant la notion de progrès. Les premiers textes sur le monde occidental désignent ce qui a intrigué, étonné, voire choqué les premiers voyageurs. Ainsi se met en place un paysage occidental où certains aspects sont privilégiés au détriment d'autres. Or, ce sont ces points qui retiendront l'attention de l'élite qui va tenter de réformer la société. La question de la liberté de la femme, notamment soulignée par de nombreux écrivains voyageurs, occupe une place centrale dans ce mouvement de transformation sociale. Déjà, à la fin du XVIIe siècle, les Ottomans exprimaient leur surprise face à ce monde nouveau. Dans la relation d'ambassade que font deux Ottomans à Paris, Stéphane Hierassimos, 9, texte intermédiaire entre le récit de voyage et le rapport diplomatique, il est noté que les femmes, qui ne peuvent demeurer un moment chez elles, ne font que se promener de maison en maison pendant toute la journée. Et ces ambassadeurs se convainquent d'une rumeur. On dit aussi que la France est leur paradis. En fait, ces récits de voyageurs posent les jalons de quelques thèmes qui deviennent des topoi de la littérature traitant de la rencontre avec l'Occident. La liberté des femmes dans l'espace public, une condition sociale plus juste, la beauté et l'importance de l'art ou bien encore l'admiration devant l'urbanisme et l'architecture de Paris. L'islam ou réformisme de l'époque de la Nahda en Égypte, au début du XIXe siècle, fut le mouvement intellectuel, philosophique et religieux qui a pensé la relation à l'autre. Les pionniers de ce mouvement ont cherché à concilier tradition et modernité. Celle-ci fut appréhendée non comme rupture par rapport au passé mais comme réveil après une période de décadence et déclin, d'où le nom de Nahda, renaissance, éveil. Les débats d'idées existants dans la littérature arabe ne peuvent se comprendre sans la référence aux discussions développées parmi les penseurs de la Nahda. Précisons que la plupart du temps, les références religieuses constituaient le socle à partir duquel furent interrogées les idées nouvelles, les innovations en général. Les formes du débat avec l'autre induisent en fait une remise en cause de la répartition de catégories traditionnelles ou du moins ébranlent les frontières entre ces catégories. Les binômes licite-illicite, cœur-raison, durable-éphémère sont l'objet de plusieurs des questionnements que l'on trouve dans les écrits et les romans de l'époque. La forme romanesque qui permet de s'interroger sur la langue devient un espace d'examen des notions selon lesquelles se structurait l'univers. Comme se trouvent interrogés les bouleversements du réel conséquents à la rencontre avec la civilisation européenne. Ainsi, l'opposition entre durable et éphémère permet d'appréhender des changements énormes. Le muta'avil, changeant, apparaît en dernière instance comme l'effet d'une volonté divine. Il n'est qu'une des manifestations de l'aspect éphémère du monde d'ici-bas. À titre indicatif chez Al-Muwaili, tous les bouleversements qu'il dépeint sont replacés dans le contexte de cette pensée religieuse qui relativise toute œuvre humaine. En ce qui concerne le débat avec l'Europe, on relève un véritable bouillonnement intellectuel dans les premières décennies du XXe siècle. Puis, peu à peu dans les romans, en raison sans doute de l'engagement politique des écrivains, l'idéologie marxiste prédomine, devenant la principale référence à partir des années 60. Ces auteurs fustigeront essentiellement dans leurs écrits l'impérialisme et le néocolonialisme. En revanche, à partir des années 90, une pluralité de références traverse les écrits et des tendances idéologiques plurielles s'y croisent. Il est donc évident que les romanciers reprennent les termes d'un débat qui s'est développé parmi les intellectuels et hommes politiques en général. Deux remarques s'imposent à ce propos. Tout d'abord, profondément impliqués dans le bouleversement dû au choc avec d'autres systèmes de référence et d'autres conceptions du monde, les romanciers du monde arabe ont inséré les débats entre leur monde et le monde de l'autre au cœur de leurs écrits. En ce sens, ces ouvrages ont été les vecteurs d'un débat idéologique entre des entités conçues comme plus ou moins antagonistes, selon les périodes et selon les auteurs. Certains axes oppositionnels idéologiques sont privilégiés, se révèlent insistants d'un roman à l'autre ainsi qu'à l'intérieur d'un même roman. S'y signalent donc des lignes de force récurrentes que nous nous attacherons à dégager, en indiquant si nécessaire le lien avec le débat contemporain de ces écrits. De même qu'on s'interrogera sur les modalités de ce débat.
S'agit-il d'un débat ouvert ou bien de prise de position préalable que le roman ne fait qu'illustrer? Il s'agit de tenir compte du fait que la littérature n'est pas le simple reflet de discussions extérieures, qu'elle est un espace d'élaboration conditionné par la forme selon laquelle ces débats sont présentés, depuis la conversation jusqu'à la polémique. Elle est également un espace de confrontation des idées avec l'imaginaire, celui de l'auteur, qui prend racine dans un imaginaire collectif. S'il est certain que la fonction didactique est souvent prédominante dans les romans arabes, surtout dans la première moitié du XXe siècle, il n'en reste pas moins que le message à faire passer emprunte des voies diverses. Il s'agit donc de repérer les éléments constitutifs de ce dialogue en liaison avec la forme littéraire où il s'inscrit. Quelle incidence y a-t-il entre l'existence d'une dynamique du dialogue et la construction de ces romans? Le dialogue est-il représenté dans le roman, ou bien est-il à déduire d'une série d'oppositions structurant la répartition des personnages? Par ailleurs, la littérature aborde cette interrogation non d'un point de vue particulier, celui de la politique, de la religion, de la morale ou de la science. Elle est un espace où s'entrecroisent des discours et des positions diverses endossées par des personnages plus ou moins typologiques, espace où intervient la part de l'imaginaire à la fois collectif et individuel. Par conséquent, les débats d'idées y sont liés à une représentation imaginaire de l'autre. Sans compter que ces écrivains élaborent dans leur fiction une certaine vision de l'Occident en dialogisme, avec une vision de l'Orient qui a préexisté dans la littérature orientaliste. Assurément, les deux images fonctionnent l'une par rapport à l'autre, soit que les différences y soient soulignées, soit qu'au contraire, les points de convergence soient mis en exergue. Comment sur un siècle et plus, cet imaginaire de l'autre a-t-il pris tel ou tel aspect marquant? Comment celui-ci a-t-il évolué en fonction du contexte socio-historique? Comment d'un auteur à l'autre se met en place un ensemble de schémas récurrents, s'affirment des axes d'opposition privilégiés? C'est ce que nous essaierons de déterminer. À cet effet, nous nous attarderons sur quelques œuvres clés qui ont marqué une étape dans la mise en forme de ce dialogue que l'on peut considérer comme continu depuis la fin du XIXe siècle. Effectivement, on s'attachera à démontrer comment ces œuvres ont illustré des moments dans ce processus dynamique de la relation à l'autre, moments qui, à travers la structure indissolublement liée au contenu, témoignent d'une évolution dans la perception de l'altérité. Précisons que ma perspective étant historique, comme je l'ai déjà indiqué, je distinguerai, pour souligner les dialogues prédominants dans les écrits en relation avec des moments déterminés, les périodes suivantes. Première période, celle-ci s'étend du début du XXe siècle à la veille de la Seconde Guerre mondiale. C'est la période durant laquelle les pays arabes sont soit colonisés, soit sous mandat ou protectorat. Deuxième période, elle court des années 30 aux années 50. Elle est marquée par la montée des mouvements nationalistes et par un véritable bouillonnement intellectuel. Troisième période, à partir des indépendances jusqu'aux années 80, les écrivains sont engagés dans un projet de reconstruction nationale. Parmi les thèmes prédominants de l'époque, on notera que ce dernier thème, le nationalisme, culmine en 1958 à 1961, après une insistance vigoureuse sur l'indépendance en 1953 à 1957, tandis que le socialisme est le leitmotiv des années 1961 à 1967, après une mise en place rigoureuse de l'ordre intérieur et avec une constante attention à la base islamique, à la fois sociale et idéologique du nouveau pouvoir. 10. Quatrième période, à partir des années 80, l'essor du libéralisme économique et l'affaiblissement du sentiment d'appartenance nationale indiquent l'entrée dans une période fluctuante où la mondialisation fait sentir ses effets. Il importe d'emblée d'expliciter quelques notions clés auxquelles ont recouru les Arabes en ce début du XXe siècle, en fait dès la seconde moitié du XIXe, afin de rendre compte de la confrontation avec les idées, les institutions ainsi que les modes de vie occidentaux. Pour évoquer la modernisation de la société, ils ont souvent distingué deux attitudes, taqlid et iqtiad. La notion de taqlid, imitation servile, désigne l'attitude de ceux qui imitent sans discernement les comportements des Occidentaux. Face à cette imitation, les réformistes prenaient l'iqtiad, soit une forme de pensée vivante et créative. Ainsi, l'une des formes parmi les plus vilipendées de la relation à l'occidental fut le taqlid ou imitation servile.
Le réformiste Mohamed Abdou a combattu fermement cette imitation pour prôner l'ijtihad, ou effort créatif d'une pensée vivante. Il apparaît que les hommes de la Renaissance honnissent l'imitation, taqlid aussi bien l'imitation des traditions qu'ils jugent sclérosées que l'imitation pure et simple des mœurs occidentales. 11. Il s'agit là de la veine critique la plus fertile des discussions chez Al-Muwaili. En ce qui concerne le contexte culturel global de la période marquée par l'introduction d'idées et d'objets nouveaux et par une dynamique d'envergure au sein des sociétés arabes, le terme de nada semble couvrir l'ensemble de ces phénomènes. Ce terme est si riche de significations, d'acceptions qui ont évolué au cours de l'histoire qu'on ne saurait en donner une définition rapide. On se contentera donc de préciser que cette notion en cours à partir de la fin du XIXe siècle et dont l'emploi s'est généralisé pendant l'entre-deux-guerres, est souvent traduite par Renaissance. Toutefois, il s'agit d'éviter d'aligner ce courant sur la Renaissance européenne, étant donné ses spécificités. En fait, les historiens et philosophes lui reconnaissent deux facettes indissociables. D'une part IA soit éveil et reviviscence, d'autre part iqtibas soit emprunt et adaptation. Si le deuxième volet semble concerner directement la relation établie avec l'Europe, il n'en reste pas moins que le contact avec l'autre a eu un rôle de déclencheur concernant le processus de revivification interne. 12. Enfin, il convient d'expliciter le terme de tamadun ou le fait de s'urbaniser. Dans le débat qui s'instaure surtout dans les sphères politiques, intellectuelles et religieuses de la société égyptienne de l'époque, cette notion de tamadun, civilisation, sera essentielle. Elle se retrouve dans les écrits de ces penseurs, qui les premiers ont tenté de prendre en compte le bouleversement causé par la confrontation avec l'autre occidental, sa puissance, ses valeurs et ses productions technologiques, à savoir les réformistes musulmans dont les chefs de file étaient Jamal Eddin al-Afghani et son disciple Mohamed Abdou. Selon Jean-Paul Charnay, les tenants du mouvement salafiyya, dont le principal représentant était Mohamed Abdou, 1849 à 1905, souhaitaient une harmonisation entre l'islam et non seulement les techniques de l'Occident, mais aussi quelques-unes de ses valeurs, avec la nécessité de faire coïncider la religion, la vie et l'organisation sociale moderne. 13. Les écrivains étaient partie prenante de ce débat auquel ils ont participé, et qu'ils ont diffusé à travers leurs écrits. Notons qu'Al-Muwaili dédie son ouvrage à Mohamed Abdou et Jamal Eddin al-Afghani. Il insère même une lettre manuscrite d'Al-Afghani au début de son ouvrage, la considérant comme une pièce rare à diffuser dans la mesure où elle donne à voir l'écriture d'un grand penseur. La question des valeurs. En fait, beaucoup de ces débats et discussions ont pour objectif une réévaluation de sa culture face à celle de l'autre. S'il est vrai que dans toute littérature, il y a réévaluation, la mise en question des valeurs établies est en tout cas une des fonctions de la littérature moderne. Dans le cas de ces romanciers, cette réévaluation passe par une mise en balance comparative des valeurs autochtones avec celles qu'ils attribuent à tort ou à raison à cet autre occidental. On remarquera que les antinomies présentées dans ces romans, ces discontinuités axiologiques, ne se présentent pas forcément sous la forme d'antithèse absolue ou de dichotomie manichéenne, mais sous la forme de hiérarchie flottante, d'échelles et de graduations complexes. 14. C'est donc dans une perspective de clarté qu'il a été procédé parfois à une schématisation des valeurs et notions qui sous-tendent les visions du monde développées par ces écrivains. Un autre aspect qui mérite l'intérêt réside dans la ligne de séparation entre valeurs individuelles et valeurs de groupe. Tout au long du siècle, le roman va être un lieu de confrontation entre valeurs individuelles et valeurs de groupe. Les personnages d'orientaux trouvent une terre où prennent forme les aspirations tout autant que les fantasmes personnels. Le je prend conscience de son existence de manière aiguë tandis que le nous concerne le pays d'origine. De ce point de vue, le voyage en Occident est étroitement lié au roman et à son apparition dans le monde arabe. On reconnaît que le roman est la plupart du temps le récit d'une aventure individuelle, qu'il s'est affirmé en Occident dès que les conditions historiques de la naissance d'un individu sujet ont été réunies. Dans le monde arabe, se distinguer du groupe fut une expérience fondamentale vécue par ces étudiants qui partaient chercher le savoir en Europe, et qui y vivaient une émancipation par rapport à leur communauté. Ce type de roman se distingue particulièrement de tous les romans sociaux, où le héros est plutôt partie prenante d'un groupe social,
familiale ou d'habitants d'un quartier comme on en voit dans les romans de Naguib Mahfouz par exemple. En effet, ces romans d'initiation en quelque sorte évoquent la prise de conscience de soi en tant qu'individu. Ils décrivent une trajectoire individuelle d'émancipation à l'égard de la tutelle familiale, ou traditionnelle tout simplement. Ils mettent en scène ce conflit entre individus et groupes. On peut citer à ce propos Quartier latin de Soueï Idriss, Oiseau d'Orient de Taoufik Al-Hakim, ou bien le chef-d'œuvre de Taïb Salah, Saison de migration vers le nord. En raison de cette division du personnage partagé entre ses aspirations individuelles et les règles sociales du groupe, l'issue prend la forme soit d'un retour au sein de la communauté avec une rupture, voire un rejet à l'égard de la période passée en Europe, soit d'une dérive individuelle dans un exil où le personnage ne possède pas d'ancrage social. Mais cette errance caractérisera davantage les romans de la période ultérieure à partir des années 80. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.